pour dire aussi sur la suite de l'atelier de ce matin, de ce qui s'est dit, on a eu l'impression que peut-être que on n'était plus en situation d'opposer des démarches institutionnelles, des mémoriaux, enfin, on a parlé du mémorial de Nantes, etc. Je voulais passer la parole en fait à Myriam pour parler de Berlin justement et cette construction incroyable de valorisation, voilà, de mémoire, le travail qui est fait à Berlin. Et paradoxalement, on a un blanc total sur, suite à la chute du mur, sur le scandale de ce que vivent les anciens Allemands de l'Est. Et cette mémoire-là, elle est totalement absente. Et on a une vraie souffrance des Allemands de l'Est qui ont par exemple... qui se retrouvent aujourd'hui à la retraite sans aucun revenu, ils ont fait le même travail. Enfin, voilà. Et du coup, on a une partie qui est institutionnalisée, qui est parfaitement valorisée et qui correspond à ce travail parfaitement médiatisé de digestion de l'histoire. Et à côté, voilà. Donc en fait, peut-être qu'aujourd'hui, le débat, il est plus sur... Et c'est un peu ce que j'ai ressenti ce matin dans l'atelier, c'est-à-dire qu'on était plus, tous chacun là où on était, avec des armes pour justement changer de façon de travailler. C'est ce qu'on voit au musée de la Résistance, c'est ce qu'on voit au musée dauphinois, et que peut-être que là où on est davantage dans une démarche de travailler avec. Il y a eu la parole aussi de ce qui se fait sans nous, se fait contre nous. Voilà, et aussi de ne pas tomber dans le piège de, voilà, on parle de participation, mais participation, ça renvoie aussi à un concept maintenant qui est complètement galvaudé de consommation. On consomme de la participation, donc re-questionner en permanence, avec peut-être un cahier des charges, une grille différente, voilà, qui change aussi la façon de procéder, mais que cette question-là ne se pose pas qu'aux institutions, elle se pose à chacun de nous, là où il est, à tous les niveaux, voilà. Et puis, si Myriam, tu veux nous parler du travail de mémoire qui est fait en Allemagne, moi, ça me ferait très plaisir. Je suis content qu'on parle de cette expérience. J'ai suivi un peu de l'extérieur, mais je travaillais avec Claude Bertrand, qui était vice-président au Conseil général, chargé de la culture et du patrimoine à ce moment-là. Et effectivement, ça ne s'est pas fait avec le regard en tout cas de quelques élus, parce que ce n'était pas forcément partagé par tout le monde. En tout cas, ça en a surpris, voire même choqué un certain nombre, mais peu importe. En tout cas, il y a ceux qui soutenaient, qui étaient sur le secteur, qui ont complètement soutenu. Et je me souviens de l'inauguration, comme tu l'as dit, avec la chorale barricade, qui a effectivement un peu bousculé les principes habituels, mais aussi de rencontres avec un certain nombre d'élus, avec Christian évidemment, qui, petit aparté, mais je suis prêt à en parler à part, mais il mériterait un nom de rue, mais ça c'est une référence à un projet qu'on avait avec lui, et en tout cas après son décès, de débaptiser la Rutière pour donner justement, dans le cadre de la mémoire, un personnage qui venait vraiment de cette culture populaire et de cette mémoire ouvrière et magnifique. Parce que effectivement, et quand je me suis permis d'interpeller Dufond en disant que cette exposition aussi, je ne sais pas si ça se fait beaucoup, mais elle a également été reproduite pour pouvoir être diffusée, donc pouvoir voyager dans le département. Et Christian, là, notamment, l'a suivi un peu partout et c'était passionnant. Moi, je voudrais juste, sorti de ça, juste faire une petite remarque à partir de mon expérience de plasticien. Alors, il y a 2-3 choses par rapport à l'histoire de la résistance, je l'ai dit ce matin. J'ai pas mal côtoyé, fricoté avec Pierre Fugain, et je me souviens une des premières fois où je l'ai rencontré, il m'a demandé de l'aider pour travailler là aussi sur un outil de mémoire, puisqu'il voulait sortir un espèce de bouquin de fascicule à une vingtaine d'exemplaires sur son histoire, l'histoire de sa famille, pour distribuer à tous ses enfants et petits-enfants. Donc j'avais travaillé là-dessus avec lui. Et puis donc, par rapport à mon travail de plasticien, il me disait, tu sais, moi je vais crever bientôt, de ces termes, et comme tous ceux qui ont vécu cette période-là, et je trouve essentiel et important, oui, qu'on trouve le moyen de donner plus la parole aux artistes, alors quelles que soient les expressions, mais justement pour parler de l'histoire, parce qu'il disait, il ne remettait pas du tout en cause les historiens, même s'il avait un côté un peu plus canard, mais voilà, donc il ne remettait pas du tout évidemment en cause le travail des historiens, mais il disait qu'on pourra toujours trimballer des historiens dans les classes, auprès des jeunes, on n'aura pas le même résultat
que, évidemment, avec nous qui avons vécu l'histoire, mais qui disparaissons, par contre, on pourra d'une certaine manière reproduire et avoir une certaine, sinon réussite, mais en tout cas être un peu plus efficace en justement en utilisant l'émotion que les artistes, quelle que soit leur pratique, peuvent mettre dans le discours, donc sans évidemment jouer les historiens et inversement. Mais et voilà. Et puis une petite anecdote, on parle effectivement de, c'est Monique qui en parlait là aujourd'hui, la situation des profs par rapport à l'actualité. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des interventions à partir de mon expo sur les droits de l'homme, par exemple. Et je me souviens d'une intervention il y a une quinzaine d'années à Moiran, et où je me suis fait, j'étais très très mal, je me suis fait allumer par une gamine de 9-10 ans, parce que j'avais un de mes collages qui traitait la question du voile. Et elle s'est sentie agressée. Ça a été très violent, je me suis senti très mal. Et bon, on a réussi, et peut-être parce que justement, je n'arrivais pas avec un discours politique ou d'historien ou de technicien, mais que, voilà, malgré le sujet très grave, mais sur le ton de l'humour, de l'humain, j'ai pu désamorcer la bombe. Mais c'est vrai que je pense sincèrement, et là j'invente rien, je pense que je peux être très largement suivi sur ce point de vue-là, pour terminer mon propos, que si on faisait intervenir un peu plus régulièrement et un peu plus fortement justement toutes les pratiques artistiques dans les écoles, depuis le plus bas âge, la philo, etc., on aurait un peu moins de problèmes, effectivement. Je voudrais enchaîner et revenir un peu sur ce que disait Evelyne, sur le fait que la mémoire est une construction et qu'il y a une histoire de la mémoire. On avait voulu donner à ce troisième forum, bon, c'est le collectif qui travaille là-dessus, une espèce de phrase poétique de René Char qui consistait à dire « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Évidemment, c'est une formule ambiguë, délibérément, et qu'il la formule d'ailleurs à la sortie de la Résistance. Et je voudrais juste éclairer en fonction de ce qui a été dit, aucun testament, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune méthode, il n'y a aucune vérité préalablement établie, au récit des historiens, ou à la transmission d'une mémoire telle qu'elle apparaît à travers les œuvres artistiques qui rendent compte toujours de la réalité d'une époque, celle du XVIe, du XVIIe, et que c'est souvent d'ailleurs une réalité telle qu'elle est vécue par les vainqueurs. Pas forcément les vainqueurs d'une guerre, mais les vainqueurs sociaux, les vainqueurs qui l'emportent dans les religions, et donc elle est constamment à construire cette mémoire, de même que l'histoire. L'histoire, elle n'existe pas indépendamment des historiens et surtout des récits de l'histoire. Alors, pour être très court et pour terminer sur notre responsabilité du présent, moi je préfère employer le mot contemporanéité et de l'employer au sens où Agamben en parle, un philosophe, qui nous dit est contemporain. Je ne sais pas la citation exacte, mais elle est peut-être plus forte, la citation d'Agamben. Et contemporain, celui qui reçoit en pleine figure les ténèbres de son temps. C'est-à-dire le faisceau des ténèbres de son temps. Donc je pense que quand on parlait ce matin dans l'atelier, c'est que nous regardons l'histoire, alors l'histoire de la résistance, qui advient. Elle a mis pas mal de temps à devenir avant que les rescapés des camps puissent parler de leur histoire. Il a fallu du temps parce qu'ils étaient persuadés, moi j'en ai connu beaucoup dans ma famille, que ce qu'ils raconteraient de leur déportation n'était pas audible. Elles ne pouvaient pas se comprendre. Il a fallu, je ne sais pas s'il a fallu 30 ans, mais il a fallu énormément de temps. Moi j'avais un oncle qui venait chez nous et quand il mangeait, il ramassait les miettes de pain qui étaient sur la table et il les mangeait.
Et puis, moi, ça me faisait marrer, parce que le pain ne manquait pas. Et puis, ma mère m'avait expliqué, elle m'avait dit, mais c'est une habitude qui lui vient, voilà, de la déportation. Ce matin, d'ailleurs, on parlait de Geneviève de Hoclo qui avait été nourrie à travers des miettes de pain par des témoins de Jéhovah. Antonius de Gaulle. Antonius de Gaulle. Bon, bref, tout ça pour dire que ce contemporain, c'est lui qui nous donne des résistances, ou qui nous permet de lire le colonial, toutes ces mémoires qui n'émergent pas encore, et qui, à mon avis, c'est là que je terminerai, nous donnent une responsabilité politique. C'est-à-dire cette question du passage, ou de la passerelle, on parlait à la fois de la passerelle qui nous renvoie au passé, ou du passage qui nous renvoie d'un milieu culturel ou socioculturel dont nous sommes, dont nous bénéficions des acquis, dont nous bénéficions de l'usage de la parole, dont nous bénéficions de la liberté de juger, à d'autres qui n'ont pas, pour des tas de raisons, politiques, ethniques, économiques, mémorielles, cette possibilité. Donc, un double passage. Le passage qui nous renvoie au passé, qu'il faut réécrire. Le passé, il n'y a pas une fidélité au passé. C'est vraiment bullshit, ça. Là. De même que l'histoire, elle ne nous donne pas une définition de l'identité. Patrick Boucheron, qui vient d'accéder au Collège de France, nous disait qu'il y a un grand mythe de l'identité, et l'histoire ne donne aucune vérité sur l'identité, parce que c'est une construction qui dépend du temps. Et donc je pense que ça nous renvoie à notre responsabilité aujourd'hui. Quel est le faisceau des ténèbres dans lequel nous sommes aujourd'hui? Eh bien oui, c'est la loi sur la déchéance de la nationalité, c'est la mémoire des exclus, mais pas simplement des exclus ethniques, enfin de tous ceux dont nous avons à parler, et c'est à travers ce faisceau des ténèbres qu'il faut pouvoir parler de la réalité d'hier. C'est pas la même, mais il faut la restituer. C'est pour ça qu'il me semble que, et beaucoup y ont fait allusion, la parole des artistes, c'est pas des artistes en tant que tels, la parole de ceux qui s'emparent de l'écriture, du récit, parce que le récit, il est toujours, reflète quelque chose, d'une condition, il est toujours mis en drame. Quelqu'un parlait de la mise en drame des conflictualités, on y reviendra vraisemblablement à partir du théâtre, puisque c'est aussi ça que Evelyne disait dans son intervention. De ce que j'ai compris, c'est l'idée que ces quartiers populaires, alors pardon, je vais dire qui je suis, donc issu de l'immigration postcoloniale, donc voilà, c'est de cette expérience-là que je parle. Donc l'immigration postcoloniale et les minorités. Donc quand j'entends dire que les quartiers populaires ne veulent pas entrer dans... Non, c'est pas ça, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. Qu'ils ne voulaient pas. Oui. Qu'ils ne pouvaient pas. Mais pourquoi alors? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas? Moi je pense que je pense que c'est la question des rapports on est au cœur des rapports de force. Alors, je pense qu'ils sont tout à fait conscients de cette nécessité, mais ils se disent pour l'instant, ils n'investissent pas leur énergie dans cette bagarre. Nous, effectivement, l'expérience dont a évoqué Evelyne Lecomte, on a été quelques-uns à se dire, on a décidé un jour, cette bagarre, on l'amène et on va jusqu'au bout. Alors c'est faux, je pense que c'est absolument faux, c'est une erreur. Voilà, donc c'est une erreur d'analyse de penser que nous n'investissons pas ce champ-là, au contraire. Ce champ-là est investi depuis au moins 30 ans, et c'est aussi pour ça que la vision historique, et notamment sur l'histoire coloniale, sur l'histoire de l'immigration, elle est déterminante pour comprendre la situation d'aujourd'hui, la situation des minorités et des quartiers populaires. Alors pourquoi? Ce traitement qui est fait aux quartiers populaires, ce traitement politique, social, économique, culturel, il est lié à cette histoire. C'est qu'on a, d'un point de vue des institutions, d'un point de vue de l'histoire de la nation, on n'a jamais pu considérer cette population-là comme faisant partie de l'histoire nationale, de l'histoire commune collective. Alors, d'abord, comme vous en faites état, on ignore l'histoire qui existe dans les quartiers, les luttes de l'immigration postcoloniale. Ça fait 30 ans qu'elles existent, et je vais prendre un exemple, c'est la marche de 83, la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui est une démarche citoyenne, une démarche politique, pour dire qu'on dénonce les discriminations, la stigmatisation et la domination. Cette marche, hélas, elle a été complètement dévoyée de son objectif politique premier. Elle a même été rebaptisée marche des beurs. Donc on voit bien ici l'enjeu et le basculement. Une démarche politique, sociale, citoyenne a été déformée en marche, on va dire, en événement ethnique,
est réduit à un mouvement communautaire ou communautariste. Alors qu'au contraire, c'est par SOS Racisme, enfin, je ne vais pas trop développer peut-être tout de suite, en tous les cas. Alors voilà, donc c'est important de le mettre en avant pour dire que les quartiers, alors je répète la formule, ne sont pas un désert politique. Oui, sauf que c'est méconnu, parce que quand on entend ce qui se dit, on a plutôt l'impression que c'est nous qui refusons d'en être, alors qu'au contraire, tout est fait pour qu'on soit maintenu à la marge. Et ça, c'est une réalité. Il suffit de voir la politique de la ville. La politique de la ville, in fine, c'est ça, c'est un traitement marginal de toute une catégorie de la population. Pourquoi ne pas imaginer que toute cette population ait le même traitement que les autres ? Autre chose, quand on parle de stigmatisation et de discrimination, je n'invente rien, c'est quand même une réalité. Alors, comment nous on fait pour en être, pour être dedans, si systématiquement on est relégué et marginalisé? Et ça, c'est pas de notre fait, c'est pas nous qui refusons d'en être. C'est que ce sont des réalités qui sont aussi produites par les institutions et contre lesquelles il faut lutter. Et ces luttes-là, elles sont menées. Alors, je ne vais pas développer, mais j'ai apporté justement, comme je venais ce matin au musée de la Résistance et de la Déportation, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on fait au Forum social des quartiers populaires. Remue mémoire. Donc c'est une lutte des immigrations postcoloniales. Alors pourquoi pas imaginer une exposition, bien un musée des immigrations, de l'immigration postcoloniale qui ferait état de toute cette histoire et notamment des 30 dernières années. Donc pour dire que voilà. Il y a un musée qui existe en France, à Paris. Il faut manière qu'ils fassent le travail. Voilà. Donc à voir et à réfléchir à des modalités qui permettraient de faire état de cette histoire, de cette parole. Donc voilà, je crois que c'est vraiment très important de changer le paradigme et de ne pas penser que toutes ces personnes, toutes ces populations ne se sentent pas françaises ou ne se considèrent pas comme françaises. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Pour autant... D'abord, c'est faux. Alors voilà, techniquement c'est faux, quand on est né ici ou pas, voilà. On ne va pas refaire tout ce débat-là, mais ce que je voulais dire, là où je voulais... Et ils se sentent français, eux en plus. Et évitons peut-être... Oui. C'est que, voilà, ces questions d'identité et de culture, on ne peut pas les traiter sans avoir cette vision historique. Donc cette question de la mémoire, évidemment, elle est fondamentale pour comprendre l'actualité. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que tu disais, Laetitia, juste pour compléter la citation, en fait, c'est Nelson Mandela. Ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Donc l'enjeu, c'est ça. Moi aussi, je vais écrire l'histoire française. Sauf que, jusqu'à présent, je n'ai pas franchement trouvé ni les moyens, ni les collaborations possibles pour que ça se fasse en respectant toutes les mémoires. Voilà. L'Allemagne peut être un exemple intéressant pour parler de mémoire, mais aussi pour rebondir ce que tu disais. Je crois qu'à plusieurs endroits, déjà, on a donc réfléchi à qui est légitime pour traiter une certaine histoire et est-ce qu'il faut, donc si j'entends bien, il faudrait donc plus de musées, par exemple, qui parleraient de l'immigration. Après, il y a un renvoi, il existe en France, la France est dotée d'un musée national pour l'histoire de l'immigration, qui est relativement récent, depuis 2007. Il existe. En Allemagne, on n'a pas l'équivalent, par exemple. Et pour faire le lien avec la question, se procurer une image de l'autre, connaître l'autre, l'image de l'autre qui est traitée, moi j'ai pu contribuer à une exposition via un catalogue qui a été fait, qui a été montré en Allemagne et en France sur cette histoire-là de l'image de l'autre. Et en France, l'endroit de l'exposition était donc le musée national de l'immigration de CNHI à Paris. Et en Allemagne, c'était le Deutsche Historisches Museum à Berlin, donc de l'histoire nationale, de l'histoire tout court, le musée tout court. Donc après, est-ce que l'immigration a besoin d'avoir un musée pour être représenté? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une vision plus élargie? Est-ce que pour chaque cas de figure, il faut un musée à part? Est-ce qu'il faut ce cloisonnement? Après, la spécialisation est toujours bénéfique. Après, est-ce qu'il faudrait un musée pour traiter l'histoire de la collaboration? J'en sais rien. La question a été soulevée à travers... Voilà, qui doit s'en occuper? C'est aussi un petit peu un renvoi, une sorte de déléguer le problème à quelqu'un. Et je fais aussi le lien, parce que on parcourt l'histoire. Pour l'Allemagne, effectivement, il y a eu deux grands moments de travail de mémoire, et le terme est dans notre langage. Il y a un terme qui revient tout le temps pour la grande période après 1945, pour savoir s'il faut se construire une identité à partir d'une histoire qui fâche,
victime, bourreau, etc. Tout ce discours-là en Allemagne était compliqué. Donc comment faire un travail de mémoire si on est du mauvais côté? Donc on est, voilà, c'est pas facile. Donc là, ce qui s'est fait, c'est une sorte de, ça s'appelle Aufarbeitung. C'est un terme intéressant, il faudrait décortiquer, mais il y a travail dedans. Donc il y a Arbeit, et puis la Auf évoque une sorte de venir à bout de quelque chose. Il y a Aufessen, c'est fini ton plat. Aufarbeiten, c'est à la fois venir au bout de tout ce qu'il faut traiter, et voilà, surtout les coins sombres et tout le sombre de l'histoire. Donc venir à bout de tout ça. Et l'autre terme qui est utilisé en parallèle, c'est bewältigen, qui est un terme psychologique qui dit il faut surmonter, mais aussi prendre en compte. Donc il faut ne pas reculer devant des sujets qui fâchent. Et l'autre grand moment d'histoire en Allemagne, c'est donc depuis la réunification, tu réclamais un peu le fait que bon, il n'y a pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas des endroits légitimes qui parlent maintenant de l'histoire de l'Allemagne de l'Est, puisqu'il y a un tabou là actuellement, un manque. Donc, à suivre tous ces débats et à savoir qui est responsable en quelque sorte de traiter de toutes ces histoires au pluriel et des mémoires au pluriel. Heureusement, il y a l'art. Si on ramène un peu pour rejoindre ce que tu disais, Jean aussi, est-ce que c'est pas l'art qui prend cette place-là dans un premier temps? Et pour citer concrètement le cas de l'Allemagne de l'Est, je crois que c'est les artistes, tout d'abord les écrivains, les cinéastes, les gens qui font du théâtre, qui se sont accaparés du sujet. Et il y a une revendication que ce travail de mémoire, cette Aufarbeitung, doit exister aussi. Et juste un exemple très concret, j'étais il y a 10 jours à Voiron à présenter un film très récent qui est en salle au club en ce moment, Le Temps des rêves, d'Andreas Dresen, qui est un cinéaste de l'Allemagne de l'Est et qui relate l'histoire de jeunes, d'une bande de garçons et de leurs rêves tout de suite au moment de la réunification. Et c'est un film extrêmement sombre, c'est une descente aux enfers en quelque sorte, puisque c'est des jeunes qui leur groupe part en vrille à travers des expériences qui échouent, leur recherche d'une radicalité, de partir à l'autre extrême, de sortir d'un état totalitaire pour revendiquer une sorte d'anarchie, d'une liberté absolue. Et puis il y a l'émergence du néonazisme qui est raconté, qui est un vrai problème en Allemagne de l'Est aussi. Voilà, bref, on ne peut pas vous résumer l'histoire du film, mais j'ai senti des réactions dans la salle, du côté du public français, qui était pour la grande part des enseignants, qui étaient révoltés par le propos du film en disant là, il y a l'histoire d'un échec, les jeunes échouent. Et ça, c'est pas l'image qu'on voulait avoir. On voulait voir une génération de jeunes qui libérés du joug du système de la ex-RDA, face à la prospérité et au système libre et démocratique, devraient vivre une sorte de réalisation de leurs rêves. Et c'est pas du tout ce que raconte le film. Et le film est basé sur un roman d'un jeune auteur de l'Allemagne de l'Est, de Leipzig, Clemens Meyer, et d'un cinéaste de l'Allemagne de l'Est. Et ça, c'est important. Je crois que c'est contre-image qui ne confirme pas à chaque fois cette idée de ce qu'il faut raconter, ce qu'il faut retenir. Donc il faut aussi raconter ces histoires-là, et ça c'est peut-être le domaine de l'art tout d'abord. Après, il peut y avoir une récupération par d'autres endroits qui résument, qui réécrivent ou qui écrivent et qui continuent d'écrire l'histoire. Mais je rejoins absolument cette idée-là qu'il y a une histoire de la mémoire que vous évoquiez et qu'il faut l'observer. Et notamment dans l'histoire de l'immigration, parce que moi, à travers la littérature de jeunes issus de l'immigration, j'ai travaillé, moi, personnellement, là-dessus. Et j'ai en Allemagne un cas de figure non postcolonial et en France un cadre colonial, et ça change à la fois tout. Mais pour les problèmes de discrimination et de racisme, ça ne change rien. Donc là, je crois qu'en regardant, en ayant un regard comparé sur différents pays, différentes manières de faire, où on peut tirer beaucoup d'idées, pas de conclusions tout de suite, mais d'inspiration pour aussi en comparant notre façon de construire une identité nationale, je ne sais pas. Enfin, ça c'est un terme qui ne serait pas possible en Allemagne, par exemple. Il n'y a pas d'identité nationale. Je suis là parce que j'ai réalisé 3 films documentaires dans le cadre des 70e anniversaire de la Libération. Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à rencontrer des passeurs de mémoire, des récepteurs de mémoire. Et je suis venue là justement pour penser, réfléchir avec vous sur
quel est le rôle de la culture et de l'art dans tout ça. Et je voulais juste là partager une expérience. Il s'avérait qu'en parallèle, je suis technicienne son et j'ai participé à une très belle aventure à la Villeneuve. Quand c'est un groupe de vidéastes qui a remporté cet appel d'offres qui avait été lancé par l'ancienne mairie pour essayer de trouver des solutions suite justement à ce fameux discours de Grenoble sur comment désenclaver Villeneuve. Enfin, il y a eu des tas de projets, dont ce projet culturel. Et donc j'ai participé au numéro 0 de cette fameuse série Plus belle la Villeneuve, où j'ai rencontré ces gens qui font un travail tout à fait intéressant, d'atelier. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que en essayant d'impliquer tous les habitants de la Villeneuve, finalement, n'ont répondu que des gens qui sont issus justement de l'immigration de l'Afrique du Nord, peut-être même plus de l'Algérie que d'autres. Alors il s'avère que moi j'ai un ami russe qui vit là-bas, j'ai rencontré des tas de gens de nationalités différentes. Moi-même je suis une petite fille d'Italiens et de Russes, donc en fait, comme Antonietta Pardo, je me considère plus comme citoyenne du monde, mais il s'avère que je suis née ici. Et je pense qu'il faut... alors, j'entends ce que tu dis, mais en même temps, je crois qu'on est à un moment où il faut essayer de raison garder, d'essayer justement de ne pas être dans des passions, et de s'analyser soi, c'est-à-dire, ok, je ne trouve pas ma place dans la société, ok, je ne suis pas entendue, ok, dès que j'ai une idée, tout le monde la rejette. Ça peut être vrai. Moi, j'essaye avec mes petits bras de faire tout un travail sur la place des femmes, le rôle des femmes. Notamment, j'aimerais arriver à faire un film qui rende hommage à ces femmes qui sont engagées pendant la résistance. Ok, mais après, il y a moi, avec ce que je n'ai pas réglé, moi, avec mon histoire et ma difficulté que j'ai à prendre ma place en tant que citoyenne dans la société. Je pense qu'on est tous un peu invités à essayer de discerner les choses. Et juste pour en revenir à cette histoire de la Villeneuve, n'empêche que il y a un film qui a été primé à Cannes, qui s'appelle Guy Môquet, et qui est le fruit de tout ce travail qui a été fait. Ils essayent maintenant de continuer. Là, il y a un metteur en scène qui est là, je ne sais plus où il est, que je connais, il est là, Ali, qui fait tout un travail aussi, qui a un peu, lui, en tant que comédien, participé à ça. Alors, il y a eu des tas de défauts dans cette démarche. Mais là, je connais un peu Antonietta, je connais quelques représentants de la culture ici, il y a quand même des choses qui sont faites, et je pense que si on est là pour réfléchir, essayons d'utiliser notre pensée et de ne pas tomber dans les passions et d'être constructif. Et moi, je sais que vous avez déjà répondu à cette question, mais qu'est-ce que c'est pour vous qu'un quartier populaire ? Peut-être que ça a déjà été débattu, mais qui sommes-nous pour débattre et essayer de trouver des solutions pour donner la parole à ces quartiers populaires ? C'est où on trouve du shit, non ? Mais je sais pas. C'est ça, un quartier populaire, c'est comme un